Bucket list. Scooch. Nous déjeunons à l'éré. Nous mangeons une bonne salade fraîche emportée de Ségou. Les indigènes ne se lassent pas de regarder ces blancs qui dévorent de l'herbe, comme les chevaux. Pendant le déjeuner, je me bats avec le carburateur d'une camionnette. Ce matin, le moteur chauffait tellement, la pédale était si brûlante que ma semelle se détacha. J'étais obligé d'accélérer du pied gauche tandis que le droit, hors de la portière, se rafraîchissait. Heureusement, la piste avait 100 mètres de large et les embardées n'étaient pas redoutables. La bouche n'a plus de salive, les muqueuses du nez brûlent et il faut enduire les narines et les lèvres de vaseline. Les saignements de nez sont fréquents et un des nôtres, derrière la hutte où nous déjeunons, a la tête dans une mare rouge. Le paysage est absolument blanc, tellement la chaleur est intense. Quand on ôte ses lunettes, on dirait une steppe de neige. Les arbres à écosse d'aluminium reflètent le ciel et sont bleu azur, quelquefois rose. C'est ce que je verrai de plus beau, de plus ardent en Afrique. La peau se déshydrate, se parchemine, l'eau des vers s'évapore dans l'atmosphère hydrophile. Le papier laissé sur la table devient cassant, du papier brûlé. Le pain aussitôt coupé s'effrite comme de la terre. Aucun nuage depuis 2 semaines. Rien d'aqueux dans les horizons, de glaireux dans les lointains. Après déjeuner, pour nous rafraîchir, il faut, au bout d'un quart d'heure de marche, désensabler nos 3 voitures. Eau des bidons versés sur la tête pour nous décongestionner. Nous poussons à la roue. Peu après, la camionnette de M. P, administrateur, qui fait route avec nous jusqu'à Niafunké, nous passe. Tout heureux de s'être désenlisé, M. P, chauffeur novice, lève la main pour nous saluer et répondre à nos bravos. Mais il manque son virage, dérape dans le sable et capote avec un bruit terrible. Parmi les débris de sa voiture, nous l'extrayons, lui et 2 indigènes. Heureusement, il n'est que peu blessé par les éclats de verre au front et aux mains. Sous le soleil d'aplomb de 2 heures, c'est une confusion de bouteilles cassées, d'apéritifs répandus, d'œufs brisés, d'essence renversée, de poulets aux ailes démolies, qui volaient en criant parmi les mousquetons, les cartouches, le verre pilé, les caisses éventrées. La voiture étale au grand jour ses bouchons de vidange. Nous la redressons et l'abandonnons, puis continuons de rouler. Pendant 6 heures, pas un être vivant. Vers le soir, à notre droite, nous apercevons enfin le Niger. Chaque fois que je le retrouve, c'est le même émouvant contact. Le gibier pullule. Un animal passe au loin. Ce n'est pas le bon caoutchouté de l'antilope. Albert Londres affirme que c'est une lionne. Nous décidons qu'il en sera ainsi. Cette descente vers le fleuve est admirable et digne des récits qu'on m'en a fait. Fraîcheur soudaine, brume bleue au-dessus de la vallée. Les animaux de proie apparaissent avec la nuit. Chacal, hyène, civette, vampire mou. Brekekekokoax des rainettes. Engoulevent, chouette, harpie. Rares nomades aux jambes croisées sur le pommeau de leur selle. Enfin 2 ou 3 villages. Nous ne pouvons préciser où nous sommes car les nègres ne savent pas évaluer les distances. On nous dit tantôt 14 et tantôt 70 kilomètres. Enfin, à 10 heures du soir, nous atteignons Niafunké. Tam-tam. Malgré ma fatigue, j'entre dans la foule. Après tant d'heures de solitude, je me réjouis du bruit, de l'odeur, de la poussière, des bonds et des cris. Les nègres tapent à tour de bras sur des bidons de pétrole vides, claquent des mains. On voudrait voir danser les belles et jeunes négresses au buste nu. Mais, comme à la Comédie Française, ce sont toujours les vieilles qui se donnent en spectacle. Il y a certainement en nous quelque chose de nègre. Crier, danser, se réjouir, s'exprimer, c'est être nègre. Là-bas, qu'il faut citer comme l'on regarde une vieille estampe, assista à des fêtes comme celle-ci. On porta mon fauteuil, nous dit-il, au milieu d'une place où il y avait grand feu pour éclairer l'assemblée. Les gens de condition s'assirent sur des nattes, et les Français avaient derrière eux de jeunes négresses bien parées de colliers, bracelets et de belles pagnes qui chassaient les maringouins, moustiques. Les nègres entraient en conversation avec les officiers. Ils appellent cela calder, c'est-à-dire causer ou converser, et cet exercice leur plaît infiniment. Et ils terminent sur cette phrase charmante: « Il y avait au bal toute la jeunesse du canton. » 18 février. Au matin, notre convoi fluvial une fois ordonné, les provisions embarquées et les chalands se mettent en route pour Tombouctou. Nous sommes au milieu du Niger, dans des roulottes sans roues, au milieu d'un pêle-mêle inouï de lits de camp, de moustiquaires, de casseroles, dans l'obscurité de persiennes toujours fermées, par où filtre cependant la réverbération électrique de l'eau. Nous commençons une douce et monotone vie de cheminot. Le cuisinier très noir, à turban jaune, pareil à Melchior le mage, nous fait d'excellents couscous. À midi, le Niger est un fleuve de naphte en feu. Je découpe dans une boîte de petit beurre un poisson de zinc pour pêcher à la cuillère. Avant notre départ, j'ai été rendre visite à un charmant lionceau de 10 mois qu'on me recommande d'apprivoiser en lui donnant mon doigt à téter. Reverrai-je jamais mon doigt, humé par une langue râpeuse jusqu'au fond d'un gosier gluant? Ce lion se promène dans une cour pleine de canards et d'agneaux. S'il en attrape un, on le corrige. D'ailleurs, les indigènes chassent les lions qui s'approchent de ces crâles épineux, au centre desquels sont enfermés les bœufs, rien qu'en tapant dans les mains.
S'ils frappent le fauve avec leur saguet, ils ne se servent que du manche, en ayant soin de ne jamais le piquer ni le blesser, de peur de le rendre furieux. Toute une journée sur l'eau à dormir. Nous nous arrêtons parfois pour faire du bois. Dans l'obscurité, notre remorqueur jette des gerbes d'étincelles rouges comme une locomotive russe. Nous marchons toute la nuit. Vers le soir, les noirs s'accroupissent, s'enveloppent de laine blanche, d'où ne sort que leur tête polie et ronde comme un boulet de canon. Ils font une cuisine extraordinaire qui ressemble à de l'alchimie, en soufflant sur de la braise de bois contenue dans une jarre de terre. Une ou deux marmites suffisent aux cuisiniers pour confectionner 6 ou 7 plats. Les nègres sont comme les Français, ils font tout avec rien. Étoiles, paix sur l'eau. Nous sommes au ras d'une nappe sinueuse où nous avançons par lents détours. Écran violet rose, vol de canard en formation de combat ou de marche, vol en fer de lance, feu à l'arrière de chaque chaland, flamme du fourneau sur les peaux noires à reflets roses. Ces peaux de nègre sont la nuit de toutes les couleurs. Silence, bruit de vaisselle, puis unique silence. Ce soir, nous abordons pour 1 heure à une concession française. Dîner. À mesure que l'on s'approche de Tombouctou, le mirage s'éloigne. Passer 15 jours à Tombouctou, pensions-nous en nous embarquant. À Dakar, on nous dit que 8 jours suffiront. À Bamako, on nous conseille de nous y arrêter 2 jours. Ici, à 100 kilomètres de la ville, on nous dit « Tombouctou, ce n'est rien. En 1 heure, vous aurez tout vu. Rembarquez-vous au plus vite. » Il y a par terre, au milieu du salon, un lionceau de 3 semaines. Sur un corps long de 30 cm, il a déjà une grosse tête de vieux lion avec 2 oreilles en peluche. Les indigènes l'ont pris au nid, tandis que la mère chassait, ainsi qu'ils font toujours. Je lui donne le biberon. Il suce avidement, puis ses yeux se mouillent, vacillent de plaisir, comme ceux des petits chats, se ferment, et il s'endort sur le dos, le ventre à l'air, les 4 pattes ouvertes. 5 chiens de chasse l'entourent, le regardent, molossent à l'œil terrifié et respectueux devant celui qui sera le maître. Là-bas, qui en 1728 décrit avec complaisance la faune africaine si nouvelle pour lui, dit en parlant du lion, il ne faut pas compter sur la probité de cet animal. Il ajoute « On dit que le lion a toujours la fièvre. J'aime mieux le croire que d'aller lui tâter le pouls. » Les os du lion étaient alors fort employés en pharmacopée, comme sudorifique et fébrifuge. Là-bas écrit « Peut-être que la rencontre inopinée de cet animal produirait le même effet. » Le lion du Sénégal est sans crinière, contrairement à celui de l'Atlas. Il vit et chasse seul, sauf au moment des amours où il emmène sa lionne en tournée. Après déjeuner, on me signale 2 caïmans, gluants de boue ensoleillée au bord du fleuve. Un coup de queue d'une grâce et d'une puissance merveilleuse, et ils se laissent glisser sans hâte dans l'eau. Vol d'aigrette. Le paysage devient très lacustre. Roseaux, canards, inondations. Nuages de pique-bœufs blancs qui accompagnent les bœufs comme certains petits poissons précèdent les squales. Voici Kabara, le port de Tombouctou. Port dont nos chalands sont les seuls bateaux. Endroit désert mais qui a gardé de son ancienne réputation de coupe-gorge un parfum assez sinistre. Jadis, les indigènes disaient « Ni à Kabara ni à Tombouctou on entend le cri des victimes ». En 1893, le lieutenant de vaisseau Boiteux débarqua ici. Désormais, le Niger cesse de monter. Il va redescendre vers l'Orient. Si notre marche continue au nord, c'est grâce à un canal. Ce canal, ou plus exactement ce chenal, mènera droit par eau à Tombouctou, ceux d'entre nous moins pressés qui ne s'y rendent pas à cheval. Tombouctou, disent les vieux chroniqueurs soudanais, est le lieu de rencontre de ceux qui voyagent en pirogue et de ceux qui cheminent à chameau. 2 heures de navigation entre des dunes désolées, au sommet desquelles apparaissent parfois les oreilles d'un âne ou l'arc énorme d'un méhari. Sol pelé, ondulations sablonneuses. 1 heure de l'après-midi. La chaleur est telle qu'on se demande comment le Niger n'est pas immédiatement bu par les sables, volatilisé comme une goutte d'eau sur du fer rouge. Nous apercevons enfin, entre 2 dunes, Tombouctou. Quelques casernes ocre à créneaux, des drapeaux français et des maisons carrées, de teinte mastique, sans une ombre, sans un relief. Paysage atone et décoloré par un soleil pris de démence. Tombouctou, qui fut jadis une cité de plus de 100 000 âmes, n'est plus qu'un village de 5 000 habitants. Envahi par le désert, gonflé de poussière, pénétré par les sables, recroquevillé par les nuits fraîches, dilaté par la chaleur, fendu par les écarts de température, bâtie en matériaux périssables, elle tombe en ruine et n'a plus d'importance stratégique ou commerciale. Cependant, l'impression que laisse Tombouctou est très forte. C'est la fin du monde nègre, de la beauté des corps, des gras pâturages, de la joie de vivre, du bruit, des rires. Ici commence l'islam, avec son intolérance, sa silencieuse sérénité, sa décrépitude. Pas une culture, pas une irrigation malgré le Niger à quelques kilomètres, pas un édifice, ni une route, ni un ouvrage d'art. Le sable y fait éternuer comme du poivre, assèche et étouffe les poumons.
Le pas feutré par ce sable qui amortit tout bruit, les maisons sans fenêtres qu'on dirait fortifiées, le ventre coupant du désert, des têtes sinistres vous épiant derrière les grillages de bois peint, derrière les portes cloutées comme des coffres-forts, les terrains vagues, les rues tortueuses, les entrées disposées en chicanes et les places désertes où seuls quelques méharis reposent à l'ombre, gardés par un touareg voilé, maigre comme une chèvre, la boucle barrée de noir. Je n'oublierai plus cela. Les nègres à Tombouctou ne sont pas beaux, tant il y a eu de croisements, de métissage. Ils sont relégués à l'arrière-plan. Les femmes sont effrontées et habituées à servir, à exploiter l'étranger, à calmer le jeûne de générations de voyageurs. Elles descendent des anciennes courtisanes de Tombouctou, célèbres par leur culture et leurs appâts sociables. Déjà, en 1350, Ibn Battuta, voyageur arabe, remarquait avec indignation qu'ici, les femmes recevaient des hommes sans que les maris en prissent ombrage. On reconnaît là déjà la facilité de mœurs des Noirs. C'est que Tombouctou, s'il est l'islam, n'est pas l'islam pur. 11 heures du soir. Tombouctou dort. Pas une lumière sur la place Joffre. Il n'y a plus d'éclairé que notre terrasse. Les étoiles nous couvrent de grenailles d'or. Nous sommes enfermés dans le désert, captifs du silence. La seule porte de sortie, c'est le Niger. Porte chaude ou thermophile, disaient les Grecs. Les murs envoient une chaleur solaire qui ne s'apaisera qu'à l'aube et craque comme un poêle qui refroidit. Je pense au mystère de ce Benedetto Dei, le premier Européen qui vint à Tombouctou en 1469. Quelles aventures se cachent sous l'extraordinaire concision de la phrase unique qui porte témoignage de son voyage. J'ai été à Tombouctou, dit-il, en dessous du royaume de Barbarie, en pays très aride, dans les terres. Comme on a honte d'écrire des notes prolixes après un si pur récit. Dubois, l'auteur de Tombouctou la mystérieuse, l'a nommé ainsi parce qu'il y entra à une époque où, sous la menace du Touareg, les riches marchands s'étaient serrés au fond de leur demeure. Écoutons-le. L'habitant transforme ses vêtements et sa maison, maquille sa vie et sa ville. Au lieu de turbans blancs, en tissu scintillant comme du mica, la population ne se coiffa plus que de loques peu tentantes et de bonnets sans prix. On s'attifa de vieux vêtements étriqués dont la malpropreté était le seul ornement et n'éveillait pas la tentation. Dans leurs rares sorties, les femmes se couvraient d'étoffes grossières et quittaient leurs ornements d'or et d'ambre. Les habitations se travestirent comme leurs propriétaires. On se garda de réparer quoi que ce soit, mais à l'extérieur seulement. À l'intérieur, on continuait la coutume de l'entretien annuel. Tout s'émiettait par les rues, sauf les portes cependant, ces portes bardées et si obstinément closes qui étonnent aussitôt le voyageur. Le même mystère s'étendit naturellement aux occupations commerciales. On profitait du moment où aucun Touareg n'était signalé en ville pour aller traiter les affaires. Belle maison délabrée, porte cadenassée même dans la journée qui oblige le visiteur à parlementer à travers la serrure, riche, déguisé en pauvre afin de ne pas éveiller l'attention. J'ai déjà vu cela à Léningrad. Le marché de Tombouctou est un petit marché de village, en plein air, où quelques vieilles accroupies vendent des boulettes de ce beurre infect de karité, des piments, du mil et du poisson en poudre. Les légumes, la viande, tout a le même aspect poussiéreux, boucané, brisé en miettes. Félix Dubois témoigne en 1895 du même étonnement. « Ça, le grand marché de la grande Tombouctou » écrit-il. Des femmes qui, devant de petits paniers, de petites calebasses, de petites nattes rondes, vendent de ces infimes petites choses rouges, vertes, blanches, fauves, noires, épices ou légumes, pour d'infiniment petites sommes en coquillages. Ça, le commerce universel de Tombouctou. Moi qui comptais trouver ici un pendant à nos grandes foires de jadis, moi qui m'attendais à voir, en amoncellement, les produits de l'Afrique arabe et de l'Europe en face des productions de l'Afrique nègre. Des courtiers nous apportent des cuirs teints, des armes, des étoffes qu'ils disent d'un prix inestimable et qui n'ont aucune valeur. Je paie pour pouvoir ne rien acheter. Touareg. On s'étonne que les Touaregs portent encore l'épée en croix et l'écu oblong des croisés. Ils ont simplement adopté et conservé les modes du XIIe siècle, comme les nègres d'aujourd'hui adoptent le chapeau melon ou les guêtres. Voici la maison de Caillé, qui était ici il y a 100 ans, déguisée en égyptien, la maison de l'Écossais Lin, assassiné plus tard. Mais je n'ai pas vu la maison de l'Allemand Barth. J'aime beaucoup la page où Dubois parle du major Lin. Pourquoi l'avez-vous assassiné demande-t-il aux habitants de Tombouctou. En fait, on a tué Lin parce qu'il levait des plans et prenait laconiquement des notes. Les Soudanais firent à Dubois cette délicieuse réponse. Le major ne bavardait pas avec les gens. Il ne les a pas amusés par ses récits. Sinon, il aurait eu des amis dans la ville. Aucune conquête coloniale n'aura été meilleur marché que la conquête française. Voir les dépenses anglaises ou américaines, les budgets des dominions, les fonds spéciaux, la propagande politique, les traitements du colonial office, etc. Nos soldats nous ont donné ces mondes pour 1 sou par jour. Nos officiers se sont expatriés non par attrait des gros soldes ou du sport comme en Angleterre, mais par devoir ou par dégoût de la politique métropolitaine.
Le travail local a été gratuit. Dubois cite le cas d'un grand fort sur le Niger qui a coûté à l'État français 49 francs 60 centimes. Il estime que l'Angleterre a dépensé 18 millions pendant le XIXe siècle pour tâcher d'atteindre Tombouctou. Or, le gouverneur du Sénégal refuse 6 000 francs à Caillé pour entreprendre son expédition. Caillé ne se décourage pas. Il se rend dans une colonie anglaise, la Sierra Leone, où le gouvernement lui offre tout de suite un traitement pour diriger une fabrique d'indigo. C'est avec les 2 000 francs d'économie qu'il fait, grâce à l'Angleterre, qu'il peut s'acheter une pacotille, se déguiser et offrir Tombouctou à la France. Visite à M. D, l'ancien père blanc venu ici vers 1895 et qui, depuis, vit, marié, père de nombreux enfants, un honnête citoyen de Tombouctou. Grande barbe blanche, l'air très bon et très bon vivant. « Je ne retourne pas en France, dit-il. En Europe, les gens sont des fous. Ils se sont tous mis à courir. La vie n'est plus possible. » M. D, encore connu sous le nom du père J, figure dans tous les romans sur Tombouctou, tantôt comme personnage épisodique, tantôt comme héros principal. La première fois, dit-il, cela l'a étonné, mais depuis, il en a pris son parti, et il ne m'a pas paru fâché d'être une personnalité marquante du tout Tombouctou. Ce matin, au lever du soleil, je monte sur la plus haute terrasse, une des fameuses terrasses de Tombouctou. Le sable étouffe les bruits, entre partout, dans les oreilles, dans les chemises, par les poignets et par le col. On en trouve dans les plats et même dans les bouteilles cachetées. Il y a à l'horizon une sorte de brouillard de poussière. Tombouctou a maigri et flotte dans le manteau de ses murailles qui, jadis, allaient jusqu'au Niger. Mieux que dans les tranchées des rues, je vois d'ici les mosquées. Djamé, Sankozé, Sidi Yaya, Djidji Ribert. Dès que le soleil sera un peu plus haut, la ville va perdre sa couleur, contrairement à ce que l'on voit en Europe. Pour le moment, cette affreuse boue grillée est d'un rose précieux. Tombouctou est pétri de la matière même du désert. Voici la diane qui sonne le réveil non seulement des casernes, mais de la ville, car celle-ci a gardé son aspect de place militaire. Tout y est provisoire et primitif. Qui dirait que les Malinqués ont régné ici au XIVe siècle, les Touaregs au XVe, les Songhai au XVIe, les Marocains au XVIIe et XVIIIe, les Peuls et les tout-couleurs au XIXe. Qu'en reste-t-il? Du sable, couleur de la poussière de l'écriture. Les cases à terrasses carrées, à masse cubique, me rappellent l'architecture de l'exposition des arts décoratifs. À l'horizon, le désert est vert bronzé, planté de poils gris, tacheté de pelades fauves. Au-delà, à jamais, le sable. Déchaussement des petites fenêtres mauresques dans les murs écroulés. Tas de briques de terre crue. À l'ouest, le chapelet des lacs, alimenté par un gras souterrain du Niger, et dont le niveau est déterminé par celui du fleuve. Au premier plan, la caserne ocre crénelée. Une autruche monte la garde. Au drapeau, on hisse les couleurs. La ville n'est pas plus grande qu'un gros village nègre, unifié dans sa géométrie, aplati. Il n'en émerge que les édifices administratifs et ses 3 mosquées aux pylônes de nougat gris, piqués de bois comme un fétiche de clous. Partout des ruines, des déchets, des ordures. Les murs s'effondrent. Parfois les brèches ont été aveuglées par des crayonnages de paille et de roseaux. Pour forcer une de ces maisons de boue, il suffirait de s'armer d'une éponge mouillée, comme les voleurs dans certaines villes péruviennes. Les coqs chantent de leurs 1000 voix grêles, une nuée d'hirondelles. Au pied des maisons de notables, quelques madriers et des rangées de boulettes de boue malaxées à la main vont servir à recrépir les murs abîmés par l'hivernage. Couleur de mil, de son, d'avoine, Tombouctou est un morceau du sol redistribué en alvéoles par des insectes humains. Où sont les coupoles rutilantes, les sacs de poudre d'or et l'ivoire des caravanes dont parlaient les livres? En attendant notre départ, je cause à Kabara avec un marsouin qui a traversé seul le Sahara il y a 2 mois. Il rencontra sur sa route 2 Estoniens qui avaient parié d'aller à pied d'Alger au Cap. Ils avaient suivi à travers le désert le chameau qui portait leurs bagages, mais, mal soigné par ces Nordiques, l'animal était mort et eux-mêmes perdus depuis 50 jours et complètement épuisés quand ils furent découverts. Adieu à Albert Londres et au peintre Rouquayrol qui descendront dans quelques jours vers le Dahomey. Je quitte à regret ces agréables compagnons. Je me croyais imbattable en matière de voyage, en connaissance des lignes de paquebots, de voies ferrées. J'ai rencontré Londres et je m'avoue vaincu. Bucket list.